Allez, tous les samedis, entre 10 heures et midi, nous nous faisons le plaisir de réfléchir, nous faisons le plaisir de parler de la vie de la nation dans ces paniers du Morning Show, le grand show du week-end, et les invités viennent échanger avec nous. C'est un cadre où nous réfléchissons. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, merci d'être là, merci de votre fidélité, merci de votre présence. Vous avez fait de cette émission, de cette matinale, l'une des grandes plateaux de la télévision congolaise, et nous vous en sommes reconnaissants. Et voilà, on va commencer donc avec notre invité, l'honorable Christelle Vwanga, qui est notre première invitée de cette matinée. Elle va nous rejoindre sur ces plateaux. Avec elle, on va parler justement de la journée internationale des droits de l'homme, cette journée célébrée à travers le monde. Honorable, bonjour. Vous allez bien? Je vais faire quelque chose de... Les gestes barrières, beaucoup de gens commencent à oublier. Voilà. Et votre micro également. Voilà, les temps... Prenez place. Je prends ma clé. Vous choisissez. Oui, vous choisissez. Je vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour moi de prendre... On va me donner ce micro. Le micro, il est ouvert? D'accord. On va prendre en direct l'honorable sénateur Guy Luando. Bonjour, bonjour sénateur. J'ai un problème avec mon micro là. Allô? Allô? Juste les temps qu'on m'arrange ça. Allô? Oui, allô? Voilà. Bonjour sénateur, comment vous allez? Ça va très bien, et vous-même? Je vais très bien, merci. Guy Luando Mboyo qui vient d'écrire le Congo d'après. Pourquoi le Congo d'après? Le Congo d'après, parce que vous le savez, à chaque moment de l'histoire du monde, certains événements, lorsque ils arrivent, ça appelle à des grandes réflexions. Et vous savez que le monde entier a été frappé par cette pandémie. Donc, je crois qu'on va m'arranger ça. Dans la grande réflexion. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y. J'ai voulu donc associer ma petite réflexion à cet effort collectif de réfléchir de ce qu'il en restera les Congos de demain, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de santé, sur le plan environnemental. Voilà un peu en bref ici le pourquoi de cette réflexion que nous avons fait dans cet essai dénommé Les Congos d'après. Alors, quand je parcours votre livre, quelque part, vous dites, sur le chapitre 3, vous dites « Réinventer l'économie congolaise ». Apparemment, depuis un temps, c'est votre credo, hein? Allô? Oui, si, parce que vous savez, je pense que 60 ans après, je suis là, je suis. Oui, je suis là, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Il faudrait le temps qu'on m'arrange ça un tout petit... Allô? Oui, allô? Vous êtes là? Oui, je disais, c'est tout ce que sont après. Attends. Oui. Non, allez-y, moi je vous écoute très bien. Je suis là, je suis. Oui, oui. Voilà, je disais que 60 ans après notre indépendance. Sérieux problème de réseau. Je crois on va... Réfléchir pour ce qui est de l'économie de notre pays. Non, je crois que je vais donner, on va le retrouver après. Les temps, Amaury va prendre ça. Alors, honorable Christelle Vwanga, comment vous allez?
Depuis un temps, on a remarqué, hein, vous êtes député national, lui il est sénateur. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit pour l'avenir de la RDC. Exactement, pense que c'est le moment. Parfois, on se pose la question, si c'est pas maintenant, c'est quand? Si c'est pas nous, cette génération, c'est qui va le faire? Et avoir des réflexions assez approfondies, chacun dans son domaine, au fait, c'est ça l'essentiel à faire. Mhm, Moi, je me spécialise vers les droits humains. mhm, J'ai entendu dire que l'honorable Guy Loando, c'est ça, s'est spécialisé sur les questions économiques mhm. et c'est très important. Et chacun devrait se spécialiser en sport, culture et ensemble, on verra, on va faire une coalition de forces positives. C'est cette force-là qui va propulser notre pays vers le concert des nations. On va parler ce qui vous concerne, le droits humains. Vous êtes spécialisé dans les droits humains. Vous êtes présidente de la commission de droits humains à l'Assemblée nationale. On va en parler tout à l'heure. Mais quand on essaie de regarder l'échiquier politique aujourd'hui, le Parlement congolais aujourd'hui, c'est quoi la différence avec les deux autres législatures qui sont passées aujourd'hui? Vous êtes plus très active, hein, les députés et sénateurs d'aujourd'hui. C'est quoi la différence avec les autres? Euh, Sans ignorer le travail des autres, vous savez, l'intensité du combat correspond toujours aux enjeux de l'heure. Nous avons hérité d'un Parlement à la croisée de chemin, c'est-à-dire on ne savait pas politiquement, le paysage politique était assez mitigé, c'est-à-dire on avait réussi à créer, je ne veux pas dire un monstre politique, mais quand même un paysage politique à plusieurs têtes. C'est-à-dire, avant, c'était bipolarisé. On avait l'opposition d'un côté et on avait le pouvoir de l'autre côté. Mais à un moment donné, on a senti qu'il y avait quand même plusieurs tendances. C'est-à-dire, il y avait la Mouka, il y avait Cash et il y avait le FCC. Et lorsqu'il y a trois partenaires, souvent, il y a plusieurs enjeux. Et de temps en temps, on sent les deux partenaires se réunir par rapport à l'une ou l'autre cause. Et c'est ce qui a fait que les députés, se sentant face à cette réalité, ils ont compris que chacun avait un rôle à jouer, et collectivement et individuellement. Peut-être c'est la raison pour laquelle on sent que les uns et les autres sont très actifs sur terrain ou bien sur des domaines assez précis. Alors, vous êtes plus spécialisée dans le domaine, dans le monde de droits humains. Vous êtes présidente de l'Assemblée, de la commission à l'Assemblée nationale qui se charge des droits humains. Aujourd'hui, s'il faut regarder la RDC vue de droits humains aujourd'hui en général, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup, Jessie. C'est la question qui revient à chaque fois. D'abord, il faut savoir que les droits humains ou les droits de l'homme, c'est pratiquement la même chose. C'est un idéal à atteindre. Ce sont des consensus, des entendements des nations à atteindre. Et ce n'est pas jusque-là, peut-être il n'y a pas des énoncés coercitifs où on oblige les États à faire ça ou à faire cela. Mais qu'à cela ne tienne, la RDC fait partie évidemment de ces États qui se donnent l'ambition d'atteindre un idéal. Et on évoque souvent les droits humains, il faut se le dire, mais on ne respecte moins. Et pour ça, j'aimerais quand même qu'on puisse faire peut-être un état des lieux par rapport, parce que beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas ou bien certaines personnes assimilent mal la question de droits humains. Et je voudrais aussi signaler en même temps que le thème pour cette année, c'est reconstruire en mieux. Et je pense que c'est un thème qui convient parfaitement aux réalités de notre nation. D'abord, nous sommes tantôt un pays post et en même temps dans le conflit, on ne sait pas, il y a eu plusieurs violations de droits de l'homme, de droits humanitaires internationaux. Aujourd'hui, plusieurs bourreaux, plusieurs auteurs des atrocités jusque-là n'ont pas encore été sanctionnés et ça crée des émules, surtout dans l'est du pays. Et je voudrais bien que la population comprenne, et c'est aussi l'objectif que je me suis fixé, qu'il y a plusieurs générations de droits de l'homme. Parce que quand on parle de droits de l'homme, les gens pensent souvent à la première génération qui consiste à des droits civils et politiques, c'est-à-dire droit à la vie, qui est le droit à la vie suprême, la protection contre la torture, contre l'esclavage, le droit au vote, droit d'être électeur en même temps et éligible. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de droits de l'homme, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels. Le droit au travail, par exemple, le droit de s'affilier à un syndicat, le droit d'initier un mouvement de grève, c'est un droit, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et ensuite, il y a la troisième catégorie des droits qu'on appelle les droits des solidarités, des droits qui vont naître vers les années 70
avec un peu l'euphorie de l'écologie, le droit de vivre dans un environnement sain, le droit d'appartenir à un mouvement d'autodétermination, le droit à la paix, etc. Mais tout cela... Moi, je veux qu'on reste dans le cadre de la RDC aujourd'hui. Oui. Parce qu'on l'a même entendu hein, lors de son discours à la nation, le dimanche dernier, le président de la République a même relayé ce qui est le combat de notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, la mise en place d'un tribunal qui pourra s'occuper de tout ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelques progrès sont en train d'être réalisés dans ces pays. Oui, exactement, vous avez raison, quelques progrès. Moi, je peux vous citer, à l'Assemblée nationale, on a voté par exemple la loi sur les personnes handicapées. C'est un progrès. Et il y a eu au gouvernement, le chef de l'État a donné pratiquement un ministère à la cause des personnes handicapées. Ça, c'est un progrès. Il y a aussi la loi sur le peuple autochtone pygmée qui est en seconde lecture en ce moment au Sénat. C'est aussi un pas. C'est-à-dire que le droit humain, en général, c'est un domaine transversal. Et sur ce, chacun joue sa partition. Le chef de l'État, le Parlement, les activistes, le ministère, la Commission nationale, la CNDH, de droits de l'homme, chacun joue sa partition. Et c'est en effet cette sommation qui va faire à ce que cet idéal soit atteint. Mais je voudrais revenir à votre question, chère Jessie, lorsque vous parlez des droits humains par rapport à la justice transitionnelle, par rapport à la demande de la RDC d'avoir un tribunal international qui va juger les crimes commis en RDC, c'est très très important. Nous avons fait... Mais raisonnons d'abord sur cette histoire de justice transitionnelle. C'est une phrase qui revient, on l'a entendu plusieurs fois dans le Conseil du ministre, on a entendu notre prix, moi je le dis toujours, hein, on doit le protéger, notre prix Nobel de la paix, qu'il ait réclamé cette justice transitionnelle. Dimanche dernier, le chef d'État est revenu sur ça. C'est quoi d'abord au fait, en un mot, la justice transitionnelle, c'est un mot de justice adapté aux réalités. Donc, on peut s'entendre de créer une forme de justice en nous adaptant à nos réalités. Donc, ça peut, vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé au Kasaï, on peut s'entendre. Avec les Kamwena Sapou, on s'entend, il faut avoir les garanties des non-répétitions, il y a eu les implications des chefs coutumiers, etc. Donc, au fait, c'est cet ensemble-là des décisions de consensus de créer un environnement qui va faire de justice, mais qui va faire à ce que les crimes ne se reproduisent plus, mais en cogitant ensemble. C'est-à-dire c'est une décision qui sera prise par plusieurs personnes. J'ai même vu qu'on a nommé plusieurs personnes, je pense, pour mener cette action à bien. Et c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que si on ne punit pas, si on ne sanctionne pas les auteurs des atrocités, les crimes reviendront. En fait, ils ont créé des émules. Entre le mois de janvier et le mois de novembre, on a pu recenser 2300 enfants dans les groupes armés. Ce qui veut dire que ça reprend. Et pourquoi ça reprend? C'est parce que certaines personnes n'ont pas encore été jugées et certaines personnes n'ont pas encore été condamnées. Mais j'insiste, je voudrais bien que les gens sachent aussi que le droit au travail, c'est un droit inaliénable à l'être humain. Le droit de s'affilier à un syndicat, c'est un droit reconnu par la Constitution. Parce que lorsqu'on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est au fait la démarcation universelle, c'est le fait d'aller au-delà même des nations, pour que les emprises ayant trait aux nations ne soient pas ressenties. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui est non contraignant, hein, qui ne peut pas être présenté devant un tribunal, mais plusieurs États ont repris les dispositions de cette Déclaration universelle dans la Constitution. Par exemple, notre Constitution reconnaît les droits et libertés fondamentaux de tous les Congolais. Donc, c'est inadmissible de violer ces droits-là. C'est inadmissible, par exemple, qu'un policier puisse frapper un citoyen, et vice-versa d'ailleurs, qui est un abus. C'est inadmissible qu'un enfant pygmée n'accède pas à l'école parce qu'il est d'origine pygmée, peut-être d'une minorité. Il faut protéger les minorités sur l'étendue du territoire. Donc ces droits-là sont légion. On a droit à vivre dans un environnement sain. C'est un droit qui doit être garanti,
qui est garanti par la Constitution et doit être respecté Alors, par le à vous entendre gouvernement. parler, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un état de lieu Exact. de droits humains, de droits de l'homme en RDC, tout en renversant la pyramide. Hein. Ce qui veut dire qu'on sent que beaucoup de droits ne sont pas respectés en RDC. Beaucoup. En réalité, en fait. C'est ce que vous ne voulez pas dire. Exactement. Non, non, je l'ai dit. Je l'ai dit que beaucoup de droits ne sont pas respectés. Je l'ai dit en préambule que on évoque souvent la question des droits de l'homme, mais plusieurs personnes ne respectent pas ces questions-là. Et on devrait, nous, politiques, nous, puissance publique, on devrait tout mettre en œuvre pour respecter ces droits-là. Et puisque c'est politiquement parlant, il faut que ça soit structurel. Comment ça peut être structurel? Il est temps de refonder la République. Il est temps de penser, par exemple, aux allocations familiales. Il est temps de penser aux assurances de l'État. Il est temps de penser aux cantines dans les camps militaires. Il est temps de refonder la République. Le plus grand problème n'est pas parce que le Congolais lambda ne sait pas, lorsque ses droits sont bafoués, il ne sait pas comment commencer pour réclamer le respect de ses droits. Ce n'est pas ça le plus grand problème. Non, pour réclamer, il faut connaître d'abord ses droits. Il faut savoir que j'ai le droit d'initier un mouvement de grève et qu'on ne peut pas m'arrêter pour ça. J'ai le droit d'avoir un salaire décent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Et à chaque fois que les autorités congolaises ne donnent pas des salaires décents à ses citoyens, c'est une violation de la Constitution. Il y a également un choix à faire. Hein. Vous allez réclamer avoir un salaire décent. Oui, et en contrepartie, il faut travailler convenablement. Oui, mais lorsque vous réclamez, vous risquez de perdre également votre boulot. Ça, c'est encore notre problème dans notre pays. Voilà, c'est justement là. Vous ne pouvez pas perdre votre boulot parce que vous avez réclamé. C'est ça où le peuple doit connaître ses droits. Et les politiques, en contrepartie, doivent protéger la population. Les pays qu'on qualifie des pays des droits de l'homme, les pays qui sont avancés, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes, puisque nous parlons d'un idéal, mais vous allez voir que la première génération, par exemple, des droits, que j'ai qualifié ici des droits civils et politiques, c'est déjà dépassé. Maintenant, on parle plus de droits économiques, sociaux, culturels. Et surtout après cette période de crise sanitaire, c'est là où on a compris que ces droits des deuxième génération étaient très importants. Prenons par exemple le droit au travail, qui est un droit pivot de l'être humain. Nous sommes à Kinshasa. La majorité des travaux, ou bien, si je peux dire, de jobs, se font à l'informel. Et donc, vous annoncez un jour qu'il y aurait confinement. Confinement où? À la Gombe. À la Gombe, capitale de l'informel, où chaque matin, il y a afflux des Chinois qui vont pour y faire Libanga, etc. Lorsque vous touchez à ce droit-là, qui est le droit au travail, un droit pivot, automatiquement, d'autres droits s'effondrent. Comment ça? Vous avez remarqué que pendant la crise sanitaire, beaucoup de gens étaient bloqués dans les hôpitaux. C'est clair qu'un garçon qui fait cop naïe dans grand marché, vous avez fermé le grand marché, sa femme qui est à l'hôpital qui vient d'accoucher, où est-ce qu'il prend cet argent-là? Maintenant, où est-ce que l'État intervient comme Léviathan? L'État intervient comme Léviathan dans les structures, par exemple. Je vais vous arrêter. Ce que j'aime bien, vous développez très bien. Oh. Ça, je vous apprécie sur ça. Mais le grand problème aujourd'hui, vous êtes député national. Nous vous avons élu, nous avons envoyé à l'Assemblée nationale pour défendre nos droits. Mais c'est comme si ce n'est pas aujourd'hui le problème, le plus grand problème aujourd'hui. Le législateur que vous êtes plus, j'ai envie de dire, concentré à réclamer vos propres droits, vous, député national, représentant du peuple, qu'est de vous battre pour le droit du paisible population. Et qu'est-ce que je fais ici sur votre plateau? Non, aujourd'hui, du point de vue, moi je dis toujours, hein, du point de vue discours, la RDC en Afrique centrale, nous sommes champions en discours, nous sommes champions en théorie, mais dans la faisabilité aujourd'hui, c'est là où ça pose problème. Les députés nationaux aujourd'hui, je me rappelle, je vais rire avec des amis, on est en train de rire, on dit, quand on regarde le grief par exemple retenu contre la présidente de l'Assemblée nationale, c'est vrai que ça c'était pour la gestion de l'Assemblée nationale, mais quand on lisait les griefs retenus contre le président de l'Assemblée nationale, on a entendu elle n'a pas protégé les salaires des députés, elle nous a pas ça, elle nous a pas fait ça. Nulle part on a entendu la présidente s'est battue pour peut-être le pain du petit peuple. C'est que là on dit le député national aujourd'hui s'ébat plus pour ses intérêts que les intérêts de ceux-là qui l'ont élu. Bon,
je paye le prix des autres, c'est pas un problème. Je suis là, je paye le prix des autres, mais je peux au moins vous rassurer que si vous cherchez une image de moi en train de défendre mes droits, vous ne la trouverez jamais. Mais par contre, je suis au front chaque jour, du matin au soir. Il y a des jours où je n'arrive même pas à dormir parce qu'il y a trop d'appels, il y a des arrestations arbitraires par-ci, par-là, il y a des viols, il y a des violences, on doit intervenir. Ça dépend de tout un chacun. C'est vrai, là où je vous donne raison, c'est que dans ce cas ici, on ne peut pas parler de minorité. On ne peut pas parler de ce que moi je fais si la majorité ne le fait pas. C'est vrai que c'est un corps, on doit se battre ensemble, mais je peux vous rassurer qu'il y a l'une ou l'autre personne qui essaye quand même de se démarquer. Mais regardez autour de nous, c'est 100 millions d'habitants. Regardez autour de nous, c'est un pays continent où les efforts individuels ne comptent pas. C'est comme ça qu'au début, j'avais dit que il faut qu'il y ait une cohésion de forces positives. Il faut qu'on se mette ensemble, chacun dans son domaine, soit performant. Moi, aujourd'hui, je fais les droits de l'homme. Je n'ai pas la possibilité, bon, évidemment, par le contrôle parlementaire, par les auditions, je peux en appeler au ministre, au DG des entreprises pour qu'ils viennent dans la commission. Mais il faudrait aussi que chacun fasse sa part. Par exemple, la justice. Je ne suis pas juge. Je peux faire un état des lieux. Je dis de telle date à telle date, il y a eu autant de violations des droits de l'homme. Mais je m'arrête là. C'est maintenant à la justice de continuer son travail. Et chacun doit jouer sa partition convenablement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut se dire aujourd'hui, le politique congolais, moi je me dis, le politique congolais ne joue pas son rôle. Parce que tout devait partir sur non seulement l'éducation de la population, tout devait partir sur l'encadrement de la population, tout devait partir. Mais aujourd'hui, c'est comme si le politique et chacun se bat pour sa survie. Je dirais que c'est quand même facultatif, mais je vous donne raison. Je vous donne raison pourquoi? Parce que si on doit regarder l'état des lieux de ce qu'est notre pays aujourd'hui, sur le plan de la pauvreté par exemple, sur le plan de la malnutrition, les routes et dessertes agricoles, la pêche, l'élevage, vous avez raison. Mais d'un côté, il y a aussi de ceux-là qui essayent de faire quelque chose. Mais malheureusement, c'est minoritaire. On ne peut pas parler de la minorité. Et si on doit faire un tableau, d'un côté, mettre ce que nous avons en termes de potentialité, et de l'autre côté, mettre ce que nous vivons aujourd'hui, donc les faits, il y a quelque chose qui ne va pas. Où va l'argent? Où va l'argent du peuple? Pourquoi nous sommes dans un pays où on minimise les professeurs? Pourquoi les enseignants ne sont pas pris au sérieux? Pourquoi on ne leur donne pas un salaire décent, comme je l'ai évoqué, comme la Constitution le démontre? Pourquoi les médecins ne sont pas à leur place? Pourquoi les femmes des militaires ne peuvent pas avoir accès à des crédits? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et il y a eu une période de blackout, 32 ans de mégestion, suivi de 18 ans de gouffre, où on a pris le pays, on l'a lapidé à l'autel des appétits monstrueux. Alors, en ce moment-là, où on veut relever le pays, ça ne peut pas se faire par une formule magique, avec une baguette magique, non. Ça doit passer par le dépassement de tout un chacun. Et commençons par les politiques, parce que ce sont les politiques qui doivent prendre en charge la population, les citoyens. Ce n'est pas vice-versa. Et pour ça, il faut le respect des droits humains, les 3 générations des droits. Les Congolais doivent en bénéficier totalement. Je ne dis pas qu'on doit donner aux Congolais, non, vous avez des cartes d'électeurs, ça suffit, vous n'avez pas droit à la santé universelle. Non. Et la santé, et l'éducation, et avoir la carte d'électeur, et avoir la capacité d'être éligible, voici les conditions qui doivent être réunies. Qui plus est, pour les droits de solidarité, les droits liés à l'environnement, nous avons une forêt ici qui est inexploitée. Les autres d'ailleurs nous envient par rapport au climat qui fait ici, mais nous-mêmes nous ne savons pas. Nous sommes à Kinshasa, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Et ça ne nous choque pas. Autour de nous, il y a des rivières, une carte qu'on qualifie de scandale parce qu'on a même évité de mettre certains cours d'eau, etc. Mais on ne peut pas au XXIe siècle faire passer de l'eau de la rivière vers les maisons des gens. Alors que Kinshasa n'a pas un relief assez accidenté, on se pose parfois la question, ici à Selemba ou chez moi, dans ma circonscription électorale, ou à Bandal, à Kalamou, il n'y a pas d'eau. Mais
ce sont les politiques qui doivent le faire. Pour la question de l'électricité et pour la question de l'eau, je suivis le ministre, il était venu au Parlement, il nous dit non, on avait, je sais pas moi, commandé des machines qui ne sont pas arrivées et comme d'habitude, on a trouvé le bouc émissaire, c'est qui? C'est le coronavirus. On dit c'est à cause du coronavirus. Mais écoutez, on ne peut pas nous prendre pour deux camps, par exemple. Quel est ces pays qui ne donnent plus l'eau à cause du corona? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ce monde. Donc c'est la mégestion. C'est les hommes. Il faut mettre les hommes appropriés, les hommes épris d'amour pour ce pays, des patriotes, des véritables hommes intègres. Ça existe. La mégestion, oui, malheureusement, on s'est retrouvé face moi je dis toujours, on s'est retrouvé face à nos représentants, c'est là à qui on a donné mandat, incapables de frapper ceux qui doivent gérer. C'est encore notre problème, c'est-à-dire que le droit humain, oui d'accord, mais d'ailleurs je me demandais d'ailleurs où est passé le ministre des droits humains, on ne l'a plus jamais entendu en fait, hein, mais bon. Si, il est là, je peux témoigner. Non mais on ne l'entend pas. Oui, c'est un domaine, au fait, il y a beaucoup de travail à faire. Quand on est là, c'est en ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de dossiers qu'il faut traiter. Même à l'Assemblée nationale, quand on réfléchissait sur la création de la commission, parce que c'est la première législature, il n'y en avait pas avant, certains collègues émettaient des réserves, ils disaient que non, c'est peut-être une commission qui n'aura pas de thématique, mais je peux vous dire que chaque jour, quand j'arrive, je trouve toujours un tas de courriers, et je ne sais pas, c'est vraiment un domaine assez sérieux. Il faut que le politique que nous sommes... Au fait, mon rôle dans l'Assemblée nationale, c'est un peu comme faire l'opposition. Moi, je ne peux pas faire passer un budget où il est inscrit qu'on va acheter des Prado pour des ministres alors qu'il n'y a pas des ambulances dans les hôpitaux. Non, ça ne peut pas passer. Je ne peux pas voter. Mais si la majorité vote, c'est leur problème. Mais l'essentiel pour moi, c'est de me lever et de dire que ce budget ne correspond pas aux principes des droits humains tels qu'énoncés dans notre Constitution. Au moins vous acceptez qu'on puisse donner un crédit de 100 000 $ aux députés alors que ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est qu'une parenthèse. Non, ce n'est pas une parenthèse. Ce n'est qu'une parenthèse que j'ai ouverte. Ce n'est pas une parenthèse. Comment on peut laisser passer ça? Non, très vite. Non, je l'ai refermé. Non, laissez-moi vous dire. Le crédit, c'est pas obligatoire à tout le monde. Moi, par exemple, on a appris ça à la télé comme ça en passant. Je n'ai jamais eu de crédit parce que j'aime vivre simplement. J'aime vivre avec ce que Dieu me donne. Mais s'il y a des collègues qui ont pris des crédits, c'est leur droit. Et ils vont payer. Mais moi, je n'ai pas pris. C'est pas tout le monde. Non, je vous accuse pas. C'est pas tout le monde. Madame la députée, je vous accuse. Je ne faisais que réfléchir à autre fois. Je ne faisais que réfléchir à autre fois. Parlons de droits humains aujourd'hui. De progrès. Là, vous avez quand même fait un état de lieu, 32 ans de tout ce qui s'est passé, 18 ans de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est à pratiquement 2 ans. La semaine prochaine, on aura le discours sur l'état de la nation du président de la République. Aujourd'hui, dans le lot, y a-t-il de progrès ou bien nous faisons du surplace? Oui, je pense qu'il ne faut pas être nihiliste. Moi, je n'ai jamais été nihiliste. Au contraire, j'ai toujours été optimiste. Je pense qu'il y a des progrès. Je vous ai parlé des lois, par exemple, les lois sur les personnes handicapées, la loi sur les personnes handicapées, la loi sur le peuple autochtone, et puis il y a plusieurs lois encore qui traînent qui seront bientôt examinées au niveau de l'Assemblée nationale et entrées aux droits humains. Il y a aussi cette volonté manifeste, par exemple, du président d'inscrire un ministère des personnes handicapées. Et cette volonté aussi de la création d'un tribunal passant par le comité qui sera mis en place bientôt pour analyser un peu les tours et contours de cette justice transitionnelle. Je pense que la police actuellement est très impliquée dans les violations de droits humains, la police, l'armée. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis égarées, il y a aussi la volonté manifeste de la part des officiers d'instruire les respects des droits humains quand même aux militaires et aux policiers, mais il y a beaucoup à faire. Les chiffres sont encore au rouge. L'année janvier jusqu'au mois de juillet, il y avait une majoration de pratiquement 21% liée aux violations de droits de l'homme par rapport à la police et l'armée,
Mais les efforts sont en train d'être faits. Alors, madame, quand on parle, on peut pas parler droits de l'homme, droits humains sans parler justice. Exact. C'est-à-dire que la justice est pratiquement le pilier qui accompagne le respect des droits de l'homme. Peut-être nous avons la chance d'être à Kinshasa, dans la capitale, où on peut avoir notre smartphone, filmer le violation des droits de l'homme, les dénoncer et tout. Mais ceux qui sont dans l'arrière-pays, ça c'est le plus grand problème. Ça pose encore un grand problème. Exactement, c'est la raison pour laquelle il faut rendre la CNDH plus efficace, donner plus de moyens à la Commission nationale des droits de l'homme. Elle doit être représentée sur toute l'étendue de la République et elle doit être proche de la population. C'est faisable. Nous sommes un grand pays et nous avons plusieurs moyens de le faire. Et de notre côté, puisque la CNDH trouve un peu son origine dans l'Assemblée nationale, c'est aussi notre mission, Commission permanente des droits de l'homme, de donner les moyens à la CNDH pour que les populations puissent dénoncer. Oui, mais on peut donner des moyens à la CNDH, mais il y a des coins de la République où vous trouvez le coin sur 20 000 personnes, il n'y a qu'un seul magistrat. Ça. On peut donner des moyens à la CNDH, mais tant que le magistrat ne sera pas déployé dans de tout le coin de la République et bien payé, tout à l'heure vous parlez de salaire de magistrat, on peut parler de salaire de magistrat également, ça sera toujours un grand problème. Exactement, je pense que la question des magistrats, c'est tout simplement un questionnement que vous avez tiré du lot. C'est la même problématique qu'il y a par exemple avec les sages-femmes. Il y a 6 000 sages-femmes aujourd'hui qui n'ont pas de travail, mais le besoin se manifeste, surtout dans l'arrière-pays. Et Jessie, je voudrais quand même vous dire que, est-ce que vous savez que dans 1 heure dans notre pays, 3 femmes meurent en accouchant, alors qu'il y a des sages-femmes qui sont prêtes à donner leur service à la nation. C'est la même question avec les sages-femmes, c'est la même question avec les professeurs d'université, c'est la même question avec des juges qui ne sont pas partout. En fait, c'est la République qu'on doit refonder. Et lorsque une République se développe, aucun domaine doit être latent. On doit développer d'une manière équilibrée dans tous les domaines. Nous mentons. Sinon, si certains domaines développent plus rapidement, il y aura des équilibres. Et c'est ce que vous appelez justement peut-être l'inaction des magistrats ou bien l'inaction des juges dans certains coins du pays. Mais à la fin, quand on vous entend parler, ça craint que vous êtes député national, qui est chargé de défendre nos droits, qui est notre porte-voix. Quand on vous entend parler, on a l'impression que, en réalité, je peur de les dire, mais je me permets de les dire, c'est comme si ces pays n'existaient pas. Oui, parce que, Jessie, mon travail, c'est de pousser le gouvernement, de pousser le président de la République, de pousser le Parlement à respecter les droits humains. Vous devez avoir la politique de Si je suis complaisante, si je suis complaisante, je dis ça va alors que ça ne va pas, c'est ma responsabilité. En même temps, c'est une irresponsabilité de ma part. Donc, mon travail, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour que ceux-là qui ont la possibilité, parce que moi je n'ai pas les manettes. Moi je peux vous dire par exemple, vous savez que à la société Transco, on a torturé des gens. On a fait arrêter le président du syndicat. Je peux vous dire que dans tel ministère, ça fait 7 mois, l'argent est détourné, l'argent des allocations ou bien de transport ont été détournés. Je peux le dire, mais la force de frapper, je ne l'ai pas. Et le fait pour moi de le dire, c'est vrai. Vous avez dit une phrase, vous avez laissé passer une phrase là, il faut avoir la politique de vos moyens. Et ce qui me fait rire, parfois quand les gens m'emmènent des dossiers, ils me disent « Maman Christelle, bon bangaï, identité nangaï banati ». Donc j'ai accepté de prendre les risques pour la population. Donc moi je défends les droits de la population parmi les décideurs, dans le décisionnel. Mon travail, ce n'est pas de plaire, de caresser dans le sens du poil ceux qui décident. Non, ça, c'est pas moi, c'est pas mon travail. Moi, c'est quand ça ne va pas, je dis ici, ça ne va pas, on améliore. Les 3 années à venir, on va parler, on va commencer la troisième année, donc 2021, donc la troisième année de l'actuel mandat des actuels gouvernants. Est-ce que les 3 années à venir, on peut se dire qu'ils seront porteurs d'espoir? On a vu, avec tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on a vu tous les députés jubilés. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un vent de changement qui est en train d'arriver? Tout est possible. Les conflits, les guerres, les mésententes naissent dans les têtes des gens. C'est dans la tête.
Et c'est dans la tête qu'on prend aussi les décisions d'échanger. Quand on parle des pères fondateurs des États-Unis, etc., ce sont des êtres humains. Ils ont 23 paires de chromosomes comme nous, ce sont des humains. Si les petits pays d'Afrique comme Malawi, Botswana, les Tanzanie, etc., ont pu se développer comme ça dans un laps de temps, pourquoi pas le Congo? Avec tout ce que nous avons en termes de potentialité, nous avons besoin d'un leadership fort qui sécurise en même temps qu'il libère les énergies, qui peut détecter les forces, qui peut détecter les capacités des gens à travailler pour ce pays. Je peux témoigner, je peux voter de mes deux mains, que j'ai rencontré ici à Kinshasa. Moi, j'ai fait mes études ici, maternelle, primaire, secondaire, humanitaire et universitaire. De toute ma vie, j'ai rencontré des Congolais extraordinaires. Et je ne parle même pas de la diaspora. Extraordinaires, intelligents, intègres, il y en a. Mais il faudrait se poser la question, pourquoi on prend à chaque fois les mêmes personnes pour faire, en espérant faire de nouvelles choses. Il faut qu'il y ait déclic, rupture, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le plus grand problème, sur cette même chaise, il y a 2 semaines, j'ai recevé le coordonnateur de la coordination chargée du changement de mentalité. Voilà, le mot, ça me revient. Le coordonnateur CCM, voilà, coordination pour le changement de mentalité. Je lui ai posé la même question que je vais vous poser tout à l'heure. Je lui ai dit, le grand problème aujourd'hui, parce qu'on l'a vu à l'époque, dans les années 90, avec Étienne Tshisekedi de Heureuse Mémoire qui disait que le problème du Congo, c'était les changements de mentalité. On a évolué plusieurs années plus tard. Le sénateur à vie Joseph Kabila, ancien président, qui disait avant de partir, il disait qu'il a tout fait, il n'a pas pu changer l'homme congolais. Alors, le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'homme en RDC. Oui, je pense que vous avez raison. Mais je pense qu'il faut passer par 2 canaux pour réussir à atteindre nos objectifs. D'un côté, nous avons évoqué la question sur la domestication des forces positives par les normes de droit de la justice et de l'autre côté par le respect des droits humains. Et là, c'est le substrat humain qui entre en compte, l'homme au cœur du développement. J'ai donné l'exemple des sauts de boutons, etc. On peut beau construire, mais si l'homme congolais lui-même n'avance pas au même moment, ne développe pas au même moment avec le développement de la cité, on n'a rien fait. On peut prendre les mêmes chauffeurs des D107, on les met dans Transco, ils vont détruire ces bus-là. Parce que c'est l'humain qui est au centre de tout. Alors là, c'est un plan court terme, moyen terme, long terme. À long terme, moi, je peux par exemple viser sur l'idéologisation de nos enfants qui naissent. On doit préparer une autre génération. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a une génération qui part déjà et qui est irrécupérable dans un sens. Et pour cette génération-là, c'est la justice. Nous sommes dans le conflit de génération, toutes les générations, personne ne veut partir, tout le monde veut être là. C'est ça le problème. La vie, c'est pas ça la vie. Il faut qu'il y ait à un moment donné la relève. Et la relève doit être préparée. Nous, on n'a pas eu la chance. Or, la relève aujourd'hui, chaque parent prépare son fils pour le remplacer demain. Malheureusement, ça... Désolé, ça le constat, on fait le constat malheureux de la RDC aujourd'hui. Ça dépend. Mais au fait, même ailleurs, peut-être la politique, c'est aussi une affaire des familles. On a vu de grandes familles aussi s'intéresser à la politique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt lorsque j'ai une parcelle de responsabilité, ne pas faire jouir les autres, ou bien seulement ceux qui ont mon sang, par le tribalisme, par le clanisme, par les sectarismes. Là, ça ne va pas. Je ne peux pas, moi je suis originaire du Congo central, je ne peux pas avoir une parcelle de responsabilité et aller construire seulement chez moi au Congo central. Non, ça n'a pas de sens. Si je suis Premier ministre dans ce pays, dans toutes les provinces, on doit sentir mon empreinte, ce que j'ai construit partout. Je ne peux pas être Premier ministre ou Président de la République de Kinshasa seulement, non. Ou bien du Kasaï, ou bien de l'Équateur. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il faut un véritable dépassement de soi. Des vrais fils de ce pays, ils sont là. Peut-être le temps n'est pas encore venu, ils sont là. Jessie, vous pensez que cette terre
qui est capable de donner du coltan, du cobalt, de l'or, du diamant, etc. Que cette terre est capable de donner des hommes intègres, capables de travailler pour ce pays. Ils sont là, ces gens-là. Peut-être il faudrait aller les chercher et qui bénéficient d'un bon leadership. Il faudrait également qu'ils aient cette volonté de revenir. Aujourd'hui, quand vous circulez à travers le monde, les Congolais, la plupart, ils vous disent Madame Christelle Bong. Je vais vous dire merci d'être venu. On a réfléchi, on a réfléchi pour le Congo aujourd'hui. On va me donner le feutre. Il est où déjà? Bon, les temps qu'on me retrouve, ça c'est la coutume ici. On va retrouver le docteur Mouniangui. Français, le docteur Mouniangui, lui aussi, il est arrivé. Bon. On s'est posé la question, où est-ce qu'il était passé? Je vais vous retenir quelques minutes avant de partir. Tous, on s'était posé la question, où est passé le docteur Mouniangui? Il nous doit, il est arrivé, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a accepté de nous parler. C'est l'élément que nous proposons. Bonjour à tous. Je suis arrivé le 5 mai. C'était vraiment une coïncidence. Je suis né le 5 mai et je suis rentré en République démocratique du Congo le 5 mai. Donc depuis le mois de mai, il fallait attendre. Le programme du chef de l'État a été trop chargé. Donc je devais passer au moins 2 semaines d'attendre. D'être reçu par les chefs de l'État. Parce que c'est lui qui m'a invité, c'est lui qui avait demandé que je rentre au pays. Je devais d'abord l'écouter et surtout, on devait échanger. Qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce que moi je vais lui présenter aussi comme plan de travail. Donc ça nous avait pris un peu 2 semaines de préparation et enfin nous étions reçus par les chefs de l'État. Je crois que ça doit être un certain mardi, c'est pas la date précise, mais 2 semaines après ou 10 jours, quelques jours après, mon arrivée à Kinshasa. Et avant que je ne vienne, il y avait un certain nombre de conditions. Et la principale, je vais dire l'unique condition, c'était juste une sécurité. Une sécurité par rapport à tout ce que nous avions subi avant de partir en France. Parce que j'étais en France, j'avais étudié en France et j'avais décidé de retourner en France pour maintenant rester. Et avant qu'on ait l'invitation du chef de l'État, on était en train de faire autre chose. Mais il y a eu l'invitation du chef. Nous avons essayé de discuter avec les délégués, les gens qui étaient chargés pour mener un peu les négociations. Et nous nous sommes entendus que voilà, hop, nous devons rentrer. Et nous arrivons dans cette condition-là. Lors de l'entretien avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons essayé de tout parler. En fait, c'est un homme qui est trop cultivé aussi, il connaît tout, presque mon parcours. Je n'avais rien à lui apprendre vraiment sur ce que je faisais. Et c'est lui qui d'ailleurs qui me rappelait certaines choses et par rapport à tout ce qu'on était en train de faire. Entretien avec le chef de l'État fini, nous devions passer au travail. Le travail pour nous, présenter le protocole. La première invitation que je reçois, c'est l'invitation du secrétariat technique de riposte. Le comité même scientifique. Par mail, je reçois un mail un jour. Et donc, vous êtes invité à venir à l'INRB, présenter votre protocole. Devant ce comité scientifique, je présentais mon protocole. En fait, le résumé du protocole. J'insiste, parce que je vais revenir sur ça. Je présentais le résumé du protocole. Après la présentation, bien sûr, il y a des félicitations des uns des autres. Il y a des profs qui m'ont félicité. Il y a même le président de cette commission qui a dit sur le premier protocole d'une phytothérapie, donc d'une thérapie à base de plantes médicinales qui a été présentée scientifiquement en suivant toute la procédure scientifique. Bravo, courage à Mouniangui qui on connaît très bien, c'est un enfant de la maison, ainsi de suite. Parce que tous les profs qui étaient là me connaissaient un peu. Et voici
ce que vous pouvez... En fait, les points qui nous a divisés, c'était ce qu'on appelle la standardisation. On ne m'a jamais donné les recommandations pour dire, votre protocole, nous voulons que vous puissiez l'améliorer à tel ou tel point. C'est ça là. Mais j'ai suivi le professeur Jacques Kokolomami, professeur Jacques Kokolomami, il est rapporteur du pôle scientifique qui vous accuse. Il dit que vous êtes, vous l'avez même dit ici, promoteur et donc commerçant. Ouais. Donc vous voulez comme liquider les produits. Exact. Et or, il vous avait demandé de revenir pour que votre produit soit scientifiquement acceptable. Alors, on dit aujourd'hui que... Et jusqu'à aujourd'hui, le pôle scientifique n'est jamais revenu. J'insiste là-dessus, Jérôme n'est pas commerçant. En tant que scientifique, je n'ai pas droit d'avoir un intérêt commercial. Le jour que je veux fouler mes pieds dans l'intérêt commercial, je vais abandonner la recherche sur la médecine, je veux être un commerçant. Et nulle part, vous trouverez, dans l'Artemisia vendue à Kinshasa, vous trouverez l'Artemisia en écrit Docteur Jérôme Mouniangui ou Fondation Mouniangui. Ou, voilà, donc nulle part. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de mettre un chercheur, c'est ce que les autres font. Un chercheur a droit de vendre son invention à un commerçant et en bénéficier de dividendes pour continuer ses recherches. Ça, ce n'est pas exclu. Alors, comme acquise que je fais écouler, qu'on dise quel est ce produit que Jérôme a mis sur le marché qu'il veut écouler. L'Artemisia qui est cultivée à Goma, ça n'appartient pas à Jérôme. À Bukavu, à Kisantu, à Kouilungongo, ici, à Ndako, à Pembe, ça n'appartient. Jérôme cultive l'Artemisia pour des fins de recherche, parce que je dois répondre aux questions de l'OMS, qui me demande de standardiser, même de ces mêmes poules scientifiques qui me condamnent, je veux répondre à leurs questions dans 6 mois pour la standardisation. Je ne vends pas Peter, c'est les poules scientifiques qui manquent d'arguments. J'ai regardé ma montre, vous avez parlé pendant 1h07 exactement. C'est comme si vous reprochez de quelque chose, vous justifiez, vous voulez convaincre. Vous ne pensez pas que le départ a été mauvais? Vous êtes arrivé, je prends ça, je mets entre guillemets, je ne dis pas que c'est ça, je mets entre guillemets, avec un mensonge qui disait que vous avez trouvé le Covid du Madagascar, c'est ce qui vous a mis sous la scène, tout le Congo vous a connu. Vous ne pensez pas que le départ qui a été mauvais, ce n'était pas vous au niveau de Madagascar, que tout s'est compliqué. Une petite question, dites-nous, aujourd'hui, vous êtes arrivé, l'État congolais a payé jet privé, charge, tout ce qu'on a payé. Combien a été mis à votre disposition par l'État congolais? Trouvez-moi une seule vidéo où je vous ai dit que j'étais au Madagascar. Une seule, Jessie. Je vous mets en défi. Exposez ça à la population congolaise. Moi, Jérôme Mouniangui, je viens de Madagascar. Nulle part. Je n'ai jamais été au Madagascar, je n'ai jamais dit que j'étais au Madagascar. Je ne l'ai jamais dit, c'est vous qui le dites. Et je dis ici, et comme nous l'avons toujours dit, et je ne changerai jamais mon argument, que nous, Maison d'Artemisia, avons envoyé les protocoles et au Madagascar, et en République démocratique du Congo, et dans tous les autres pays. C'est là où vous m'avez collé que j'étais au Madagascar. C'est pas Mouniangui qui l'avait dit. Ce que j'ai dit ici, prenez l'émission avec Marius. Oui, Mouniangui a participé. Mouniangui est pas, j'ai conduit à l'époque, avant de démissionner, avant que je ne rentre au pays, Mouniangui était le responsable scientifique de la maison de l'Artemisia en France. Or, c'est un protocole scientifique qui était envoyé. Jérôme n'est pas venu en République démocratique du Congo pour rester à Gombe. Jérôme, c'est un praticien. C'est un homme de terrain. Et le terrain, pour moi, c'est un laboratoire. Et je trouve quelqu'un qui peut accompagner cette vision de construire un laboratoire, j'ai le droit en tant que Congolais de bénéficier d'une subvention en tant que chercheur. On ne spécule pas sur ça. Le FPI ne peut pas financer à quelqu'un du coup 1 million. On peut lui donner 100 000, 200, des tranches avec les audits. N'oubliez pas que nous sommes dans un état de droit. Si ceux qui spéculent là, les gens qui disent « Non, Jérôme a appris », si c'était vrai, vous connaissez là où j'allais me retrouver en ce moment.
Jérôme Mouniangui, c'est chercheur congolais. Rendez-vous samedi prochain. Il a accepté de venir discuter avec nous sur ces plateaux en direct. Allez, on va le retrouver samedi prochain. Mais bon, une petite réaction par rapport à ce que vous avez suivi? Non. En tant que député national? En tant que député, il faudrait qu'on mette plus d'argent dans la recherche scientifique. Okay. Beaucoup d'argent. Ouais, la période de la crise sanitaire nous a démontré que les prochaines guerres, ce ne sera plus les guerres des chars de combat, des Hiroshima, des bombes. Les prochaines guerres mondiales, ce sera les guerres d'esprit. La géologie, ce sera les guerres des infectiologues, bref, de tout ce qui a trait à la science. Et on a vu le Cuba qui nous a démontré que pendant tous ces temps où on ne parlait pas du Cuba, eh bien, ils apprenaient et ils formaient des médecins qui ont travaillé pour le compte de la riposte mondiale. C'est ce qu'il est en train également de réclamer, qu'on mette un peu plus de moyens pour le chercher, mais ça aussi c'est un autre problème. Vous allez bientôt, avec le prochain gouvernement, certainement, vous allez voter le prochain budget, mais c'est comme si le Parlement... J'ai discuté avec le ministre de la Recherche scientifique qui disait combien vous mettez pour la recherche. C'est à peine 1 ou 0,% pour la recherche, ça c'est encore un autre problème. Oui, c'est un problème grave. Au fait, nous héritons les reliques des anciens régimes qui avaient banalisé au fait toutes ces questions-là, et c'est justement le moyen de refonder l'État et de commencer à réfléchir à long terme sur les questions des recherches scientifiques. Bon, nous espérons qu'avec ces vents de changement qui est en train de souffler au niveau de l'Assemblée nationale, les députés seront plus... Bon, j'ai pas envie de dire moins... Bon, je préfère... Moins inféodé. Merci de me prêter les mots. Allez, Madame Christelle, ça... C'est la première fois dans cette émission, je vais tenir le micro. Ben, vous allez choisir à gauche ou à droite. Bon, vous allez laisser vos empreintes, ça sera pour la postérité, comme nous on dit dans cette émission. Ouais, par là ou par là, c'est à vous de choisir. Le petit mot que vous allez nous laisser sur ces plateaux. Pendant que je donne-moi un peu de musique. C'est à vous d'écrire ce que vous voulez. Vous n'avez pas signé votre signature. Le nom et la signature. Sinon, je risque de m'attribuer ça. Vous me dites, je vais vous donner le micro, rendez-vous au sommet. Ça veut dire quoi? Rendez-vous au sommet, c'est au fait un titre de livre. C'est un livre de Zig Ziglar que je considère comme mon livre de chevet. Quand j'étais journaliste, bon, je suis toujours journaliste, mais je ne preste plus. C'était Rendez-vous au sommet. Je signais toujours Rendez-vous au sommet pour mes articles et tout. Donc on peut se dire Rendez-vous au sommet. Pour les RDC aujourd'hui, Rendez-vous au sommet. Oui, Rendez-vous au sommet, en fait, ceux qui ont lu ces livres-là, ils vont comprendre. En fait, c'est un livre magnifique qui parle des objectifs, comment il faut atteindre les objectifs, qui nous invite tous à aller vers le sommet. Chacun par rapport à son domaine a un sommet. Maintenant, il faut de l'abnégation, il faut du courage, il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui peut anoblir l'homme et par ricochet peut anoblir une nation. Donc Madame, je vous invite au sommet. Ouais, je vais faire un effort pour monter au sommet. Venez, on va terminer. Pratiquement, je vais vous laisser partir. On est samedi, certainement. Vos électeurs, beaucoup de gens vous attendent. Vous devez avoir beaucoup de rendez-vous. Je vais vers l'UPEN. À l'université, j'ai une conférence à l'UPEN tout de suite. Alors, vous allez regarder cette caméra, juste en face de vous. Là, vous allez lire en lingala pour vos électeurs de Kinshasa. Vous êtes un élu national élu ici à Kinshasa. On a fait croire à la jeune fille pendant plusieurs années. J'ai l'impression que vous vous adressez à la jeune fille. On a fait croire à la jeune fille pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, Ebele Batikala Nayango que je peux arriver où je veux. Nanzoto Nangai. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Merci beaucoup, Jessie. Wow. On conclut l'émission en beauté. C'est un message très important pour la jeune fille. Je veux vous dire, pendant la campagne, par exemple,
quand je battais campagne, les jeunes filles me disaient, je rencontrais des petites filles qui me disaient, d'ailleurs ils m'appelaient Oujana, vous vous rappelez à l'époque, il y avait, ils me disaient, vous êtes trop jeune. Une petite fille qui me dit, non, attendez d'abord, vous êtes trop jeune. Je me disais que ce n'est pas sa faute, c'est au fait des stéréotypes, des clichés qu'elle a oui dire, et elle répète ça, elle a entendu ça dans la société. Elle a aussi entendu qu'on lui a dit qu'avec ton corps, tu peux tout avoir. C'est faux et archi faux. Le corps de la femme change, que tu ne le veuilles ou pas, que tu aies des enfants ou pas, à un moment donné, ton corps ne peut plus attirer, mais l'intelligence ne peut jamais périr. Mais les formations, les apprentissages, l'idée qu'on avait avant des féministes, certains parlaient du féminisme, des sexistes, les autres disaient non, il faut que j'aie quelque chose parce que je suis une femme, parce que j'ai un corps de femme. Non, maintenant ce sont les valeurs ajoutées qui comptent. Je suis femme mais je sais lire et écrire. Je suis une femme mais je peux travailler. Voici tel diplôme, voici tel certificat. J'ai fait une formation en tel domaine. C'est ça la femme d'aujourd'hui. La femme là, qui existait, qui est restée à la cuisine pour faire des enfants, cette femme-là n'existe plus. Au cas où vous faites le choix de rester à la cuisine et de faire des enfants, mais rassurez-nous que vous êtes heureuse. Et le bonheur, c'est d'abord vous-même. Ce n'est pas l'extérieur qui vous rend heureux ou heureuse. C'est vous-même d'abord, vous devez être heureuse. Moi, mon bonheur à moi, c'est de me réveiller le matin, d'aller à l'Assemblée nationale pour défendre ne serait-ce qu'un Congolais par jour. Un Congolais, je défends des gens que je ne connais pas. Peut-être même par téléphone, par SMS. Donnez-moi, où est-ce qu'on l'a arrêté, telle place, donnez-moi les précisions. J'y vais au conteneur, je vais au parquet, je le fais. Parce que c'est mon bonheur à moi. Et je voudrais, comme à l'instar de toutes ces nations où on voit les femmes s'élever en Afrique, le Sénégal, le Mali, où on a vu des femmes s'élever, mon souhait un jour est de voir les femmes congolaises, les vraies femmes congolaises, participer au débat en tant que femmes. Non seulement pour des questions liées aux femmes, aux droits des femmes, non, mais pour des questions liées à l'agriculture aussi, liées à la médecine, je ne sais pas moi, liées à l'astronomie. On est capable. Nous avons un cerveau pour ça. Et pour ça, mettons en avant nos capacités et non notre corps. Décidément, si je ne vous arrête pas, vous n'allez pas terminer. Ah oui. Ah oui, ça. J'aurais bien voulu à moi Lingala quand même. Lingala, voilà. Tolobi français trop, voilà. Mais lecteur, non, Mingi appelle Lingala, maman. Vraiment, maman nanga boyebi façon na lingabi no mingi, jeune fille mingi. Je suis au Québec dans l'université, mon boy, au sa conférence, au moni moi na mo kaibso. Nga so na yo kota ifasi qui pose un modèle na ngai, papa nanga. Autabi moi nanga faza lokwa yo. Na ke na ba place mususu, moi na mo ba pesa kombo Christelle Vwanga. Donc qui est sengona. Pesi nzambe merci. C'est parce que na mane ola mukatongo na ki ba débat na ba mibali na plateau. Moi solo ba na ba mibali boyo ka sonité. Moi c'est on ba la tête ni boy. Tout ça. Mais je me disais que tous un choix lelo ya relaxa image. Ya moi c'est à Congo, ya mususu. Na mona basi ba Sénégal na Nations Unies, na mona bango nde bazo débattre, nde bazo loma na mitu na toujours mais biso wa congolaise toza wapi. Alors moment yango yo to tanga ba classe na biso convenablement. To défendre ba diplôme na biso convenablement et puis toza na courage. Soko lingara politique za na courage. Tu peux être candidate. Tu peux être tant au salipé au cause à la médecin, après lobby au fongoli pour hôpital na yo. Au cause à la paix juriste, lobby au fongoli cabinet na yo. Il faut tozala na ba domaine nyonso tozali pour to tombo la paix ba obakoya sima na biso. Et j'insiste sur la relève. Biso tozu moi chance to yo okuta ba maman na biso, ba maman Lumea, celle qui est actuellement ministre, il y a Jean et Famille. Oh, je l'adore celle-là. Maman Marie-Ange Lukiana, maman Eve Bazaïba, tokuti bango nyonso, tokuti bango basali biso de musala, basali ba bundi. Biso to yo okuta moi travail et salami. Donc maintenant biso to koti susu, to sali susu musala po ba o ba sima, ba ya okuta nzela pole. Merci, honorable Christelle Vwanga. Merci d'être venue ce matin, partager avec nous ta vision sur la République démocratique du Congo. On ne peut que réfléchir. Je retiens simplement un message au PC Bandi Konabisu Abassi Lelo. Au-delà, il y a
beauté, il y a maillé, il y a nyonso to bakisa moi maillé, les importants. C'est-à-dire que on a vendu qu'on a pu passer BD. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. À tout moment, notre plateau reste toujours ouvert. Merci beaucoup et surtout particulièrement à toi. Je te remercie. Je ne sais pas quoi dire. Malgré que Batonga, ce que Balekaner, les gens sont comme les canards, donc comme depuis génie en herbe. Depuis génie en herbe. Donc, c'est le salaud, génie en herbe. Il faut préciser que Christelle Vwanga est députée nationale Lamouka. Oui, je suis membre de Lamouka. Il faut te préciser. Il faut préciser. Il faut préciser, ok. Azali, député national Lamouka. Voilà. Allez, merci. Oui, il y a une personne qui a une question sur Kavon Kende. Tu es comme député. Aïe, aïe, aïe. On répondra par oui, non, kaka. Les lots à député national, commis certainement, au Bandaï Kolo, est-ce qu'on commis les lots? Or, mais c'est une que non pour nous comme les lots, surtout pour la jeune fille, et pas été, de nulle partie à coma. Au matin, on va péter nani, parapluie nani. Parapluie nani Zambé. Merci. Et c'est tout ce qui en a pas, parce que normalement, il va se faire une chose, il parapluie à Bendio. Il faut être honnête envers nous. Parapluie nani Zambé. Pour y mutaloba kakala, prophétie et tout, que je vais t'utiliser pour ces pays. Mais nakuta nana batu na vie, au babakselanga 1+. Basé belé. Oh, basunganga na moi un bazar, basé belé. D'accord. Depuis merci. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci. À tout moment. Allez, votre matinale revient dans quelques instants.